Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous RH Emploi. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle de la lecture. Il faut en faire une grande cause pour les entreprises et on en parle dans quelques instants avec notre invité. Il y a Yassir Hammoud, associé fondateur de Smart Affaires. Il porte la lecture comme une vertu cardinale dans l'entreprise. On va en parler avec lui dans quelques instants. Smart et philo. Et si je vous dis argumentation, c'est un sujet déterminant. Argumenter pour convaincre et parfois pour mentir aussi. On en parle avec Luc de Brabander. On fera un peu de philo dans quelques instants. Et puis le cercle RH, notre débat autour de la dérive du management. Bah oui, on parle du management bullshit, là on parle des dérives. Avec Thibaut Brière, il vient de sortir un livre, Toxic Management, sorti aux éditions Robert Laffont sur les dérapages tout simplement du management. On en parlera avec lui et puis on parlera avec notre autre invitée, Élise Fabine, qui elle est auteure du manuel contre le harcèlement au travail. Ce sont les dérives au sein du monde du travail. Ce sera notre débat dans quelques instants. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, Parcours Switch, c'est une innovation signée Synergie au service de l'emploi féminin. On en parlera à la fin de notre émission. Tout de suite, Bien dans son job. Degreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job. Et si je vous dis, tiens, vous, salariés, vous, CEO, dirigeants, prenez un livre, lisez, intéressez-vous. On en parle justement avec Yassir Hammoud. Bonjour Yassir. Bonjour Arnaud. Merci de nous avoir rendu visite. Alors, associé fondateur de Smart Affairs, oui. Je me disais qu'on avait pris tous les Smart. Ah bah c'est le seul que vous aviez laissé. C'est le seul qu'on a laissé. Eh oui. Et c'est vous qui l'avez. Et on l'a pris. Et vous l'avez pris avant, parce que votre société a été créée en quelle année ? Cette année. Cette année ? Ah, oui. Vous êtes tout jeune. Tout jeune. C'est une toute jeune entreprise. Alors, vous vous définissez comme une agence de production d'intelligence pour les entreprises. Et on aura compris évidemment l'objet de notre échange, la lecture. Vous êtes quand même inspiré des mots d'Emmanuel Macron, hein, qui souhaite faire de la lecture une grande cause nationale en 2022, c'est ça ? 2021-2022, il a annoncé ça. Voilà. C'est une grande ambition qui doit mobiliser toute la société, y compris les entreprises. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a publié une tribune dans les Échos cet été pour dire aux entreprises, engagez-vous, emparez-vous de cette grande cause parce que vous y avez intérêt et aussi parce que c'est votre responsabilité. Lire, ça veut dire quoi pour vous ? Lire et l'associer à la notion d'entreprise, parce que je précise que vous organisez des clubs, des salons de lecture, des moments, des conférences, oui. Et puis un podcast qui cartonne chaque semaine, une personnalité club, qui vient, un auteur qui vient raconter son livre. Là, la lecture, ça veut dire quoi pour vous ? Pourquoi vous y mettez autant d'énergie à convaincre que la lecture, c'est important ? Parce que la lecture, ça apporte de l'innovation, de l'ouverture d'esprit dans les entreprises. Hein. La culture générale, c'est un vecteur de culture générale, le livre et la lecture. Et donc, ça permet de s'ouvrir à de nouvelles idées, de stimuler l'innovation, la créativité, l'imagination. C'est aussi, je pense, un facteur de bien-être et d'épanouissement personnel dans les entreprises, de qualité de vie au travail. Je pense que la culture, c'est un besoin vital pour l'être humain. Et on a besoin, de plus en plus dans les entreprises aujourd'hui, on a besoin de sens. C'est quasiment un besoin vital. Et les livres, ça permet de répondre à ça. Et je dirais qu'il y a une dernière raison, c'est les liens humains. Les récits, les idées, les savoirs, ça se partage. Et ça permet de créer des liens, de développer le lien social dans les entreprises. Mais Yassir Hammoud, il y a aussi l'idée, je ne sais pas si vous l'avez développée, et je vous pose la question, de créer finalement au sein de l'entreprise, dans ces salles de repos qui sont légion dans les grandes entreprises, finalement de créer presque des clubs de lecteurs, non ? Ça serait intéressant que les gens puissent échanger sur un livre et puis qu'ils puissent se créer finalement des liens. Tout à fait, on commence à le faire, de créer des book clubs, des clubs de lecture dans les entreprises où on discute autour d'un livre. Mais plus largement, on a une ambition plus large, c'est de créer un festival du livre en entreprise, le Corporate Book Festival. Ça va démarrer là. Ça va démarrer en 2022. En 2022, c'est ça. En 2022, là aussi, c'est une très grande ambition. C'est pour accompagner cette grande cause nationale sur la lecture. L'idée, c'est donc
comment ça va se passer? On va composer un jury prestigieux, de grands journalistes, issus de grands médias, qui vont faire une sélection de livres, 30 livres, sur des livres business, des livres de culture générale. Et les auteurs de ces 30 livres vont être amenés à rencontrer les collaborateurs dans les entreprises. On va faire un tour de France pour rencontrer pour aller à la rencontre des collaborateurs. Et on va remettre à la fin un prix des lecteurs qui sera le plus grand prix des lecteurs jamais décerné en France. Voilà cette initiative. Et l'idée, c'est de faire lire un maximum les collaborateurs dans les entreprises. Il y a deux sujets qui m'ont interpellé en me penchant sur votre action, cette initiative lecture. Il y a d'abord le baromètre 2021 du Centre national du livre, et j'ai découvert honnêtement ce chiffre, montre que les Français aiment les livres professionnels. Les romans se portent bien, les romans ça se passe très bien, et puis ce qui se porte bien, ce sont les livres professionnels. C'est très intéressant ça. Oui, alors c'est très intéressant, c'est un genre littéraire qui figure parmi le top 5 des genres littéraires les plus lus par les Français. Il y a à peu près 35% des Français dans l'année qui ont au moins lu un livre dans l'année écoulée. Un livre professionnel. Et ce que montre aussi cette étude, c'est que les Français ont moins lu en 2020. C'est pour ça que Macron a fait lancer cette opération. Paradoxalement, on a eu le Covid. Voilà, c'est bizarre ça. Oui. Et donc il y a une envie de lire, il y a une envie de lire aussi pour son travail, d'apprendre des choses, de développer ses compétences par soi-même. Ça c'est intéressant, ces livres finalement où on se donne des conseils. Il y a aussi beaucoup de livres de coaching, d'accompagnement, de bien-être dans l'entreprise. Et puis il y a un autre versant, et on l'a traité il n'y a pas longtemps sur le plateau de Smart Job, c'est les fautes d'orthographe, parfois les difficultés même de compréhension, de lecture de collaborateurs, ce qui pose d'énormes problèmes dans l'entreprise, quand on est dans la relation client, quand on doit répondre à un mail. Est-ce que ce spectre-là, vous envisagez de vous en emparer? Parce qu'il y a la lecture plaisir, il y a la lecture, on prend un thé, on discute, c'est agréable. Et puis il y a aussi ceux qui aimeraient bien savoir lire couramment. Oui, alors quand on lit, souvent on apprend aussi à lire de plus en plus, et on apprend aussi à écrire. Mais nous, notre combat, c'est pas l'orthographe, parce que ça, c'est le projet Voltaire qui s'occupe très bien de ça. Mais nous, c'est vraiment la culture générale. Et je pense que la culture générale, c'est une soft skill, une compétence, quasiment une compétence comportementale qui permet de... Je donne deux exemples, qui permet par exemple d'entretenir une discussion intéressante avec un client lors d'un dîner, ou avec un client quand on l'a face à face, où la culture générale, ça permet de mieux comprendre l'économie, la société, la géographie, l'histoire d'un pays et donc d'un marché. Et dans une économie internationalisée, mondialisée, c'est un atout très important. Enfin, c'est intéressant de vous l'entendre dire, parce que c'est pas la vie de tous ceux qui sont, j'irais, dans le business, la tête dans le guidon, la tête dans leur tableau de chiffres. Et quand vous leur demandez, parfois, lorsque vous vous approchez d'eux, vous leur dites, c'est quoi le dernier livre que vous avez lu? Et parfois, on sent un grand vide. Oui, parce de grand vide. Oui, parce qu'on n'a pas le temps, on est pris par des choses et d'autres, on n'a même pas le temps de lire la presse, de s'informer de l'actualité, qui pourtant a un impact dans le business. C'est pour ça qu'aussi on essaie de promouvoir dans les conférences qu'on fait dans les entreprises, des conférences d'économie, de géopolitique, de sociologie, de s'ouvrir aux sciences humaines et sociales, parce que ça permet aussi de mieux comprendre son business et ça a un effet aussi sur la stratégie évidemment de l'entreprise. Alors résumons-nous le Corporate Book Festival, ça sera en 2022. 2022. Et ça, il y a le Corporate Book, le podcast. C'est tous les mardis. Et ça, c'est tous les mardis, c'est à quelle heure? Vous le mettez en ligne le matin? 6h du matin. Voilà, donc vous avez dans le métro, dans les transports. Vous mettez votre casque et une dizaine de minutes. C'est une personnalité de l'entreprise. Voilà, un auteur. Un auteur qui, par ailleurs, a écrit un livre. Et Dieu sait s'il y a beaucoup d'auteurs dans l'entreprise qui écrivent, qui proposent des solutions. Eh bien, ils viennent vous en parler dans ce podcast. C'est l'occasion de donner aussi envie de l'acheter, ce livre. Exactement, et de le lire. C'est une sorte de teaser. Merci Yassir Hamoud, associé fondateur de Smart Affairs, le seul Smart qui était libre, et bien c'est vous qui l'avez pris. Merci, vous reviendrez peut-être nous raconter ce festival avec ce prix, parce qu'il y aura un prix décerné donc à l'un de ces auteurs, j'imagine issus de l'entreprise, qui me semble assez logique. Pas forcément. Pas forcément. On s'ouvre à tous les genres littéraires. Tous les auteurs, écoutez, je vous enverrai mon prochain livre dans ce cas-là. Avec plaisir. Écoutez, le rendez-vous est pris. Merci Yassir Hamoud d'être venu nous rendre visite. On va faire un peu de philo, tiens, vous qui vous ouvrez aux sciences humaines, la philo en fait partie. C'est un sujet d'ailleurs qui intéresse beaucoup les salariés, essayer de comprendre comment notre monde fonctionne à travers la philo. C'est Smart Philo et c'est avec Luc de Brabander.
Smart Philo, la philosophie c'est important, on vient de l'évoquer d'ailleurs il y a quelques instants, les sciences humaines et donc la philosophie, et on en parle cette semaine avec Luc de Brabander. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Vous venez de Bruxelles, il faut le préciser. Chaque fois. Philosophe d'entreprise, vous y tenez beaucoup. Alors vous avez beaucoup écrit. Petite philosophie des arguments fallacieux, c'est votre dernier livre. Oui. Et puis vous me disiez, là on peut le dire, que bientôt, quand vous reviendrez sur le plateau, il y aura un nouveau livre qui sortira, Aristote et Platon. Je fais un peu de teasing déjà de votre prochain livre. Ah, ça me fait plaisir. Vous avez décidé aujourd'hui, Luc, de nous parler alors, de l'argumentation. Et je le disais dans mon lancement, argumenter c'est pour convaincre, puis ça peut être aussi pour mentir. Voilà. Donc, le départ d'une argumentation, c'est un désaccord. Nous ne sommes pas d'accord et j'argumente pour... Je peux le faire de manière différente, en utilisant des structures logiques cohérentes et je peux vous convaincre, mais je peux aussi tricher. Et on constate qu'il y a beaucoup de gens qui trichent dans l'argumentation. Alors, en fait, quand vous dites tricher à travers les mots d'un philosophe, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le langage, c'est de la mauvaise foi. Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle les arguments fallacieux. C'est soit des mots un peu flous, soit des propositions qui ne sont pas vraies, soit des raisonnements qui ne tiennent pas debout et qui en mettent plein la vue, parce qu'il y a un côté un peu éblouissant, on en jette. Et alors ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, même Molière, il disait... L'opium fait dormir parce qu'il contient une vertu dormitive. Mais c'est ce qu'on appelle une pétition de principe quand le début est dans la fin. On en voit tout le temps, où les faux dilemmes. Hein. Donc, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Ben non, on peut très très bien être ni l'un ni l'autre, etc. On en jette, et c'est vrai qu'on le vit un peu à travers cette campagne présidentielle, pour faire cette parenthèse ici en France. Voilà, on jette les arguments fallacieux, et parfois on est un peu de mauvaise foi quand on est en plateau. Voilà, c'est ce que je constate, oui. Dans l'entreprise, pour y revenir, il y a le débat qui est posé. Alors, dans les médias, ce sont les fake news. Et puis, dans l'entreprise, ces espèces de novlangue un peu bullshit, où on utilise des mots. Là aussi, on est dans quoi? Dans du mensonge, de la manipulation? C'est un peu le thème du débat qu'on va avoir après, d'ailleurs. Disons, il y a une frontière. On est dans la manipulation et puis tout à coup dans le mensonge. C'est un peu flou. Par exemple, le cloud, par exemple. Le cloud... Quelqu'un qui parle du cloud, il n'est pas fallacieux. Mais quand on lui demande, mais c'est quoi le cloud ? Il est obligé de dire, c'est l'ordinateur d'un autre. Alors on dit, mais c'est qui l'autre, etc. Donc c'est un jeu. Donc, c'est ça. Et vous dites à travers le mot cloud, qui est un mot juste, c'est une manière aussi de cacher un peu vraiment ce qui se passe. Eh bien oui. Ça protège. Ah, bien sûr. Quand on dit une voiture autonome, mais il n'y a jamais eu un objet aussi peu autonome qu'une voiture autonome. Elle dépend de capteurs, de logiciels, de plein de trucs. En fait, c'est une voiture automatique. Et moi, je n'aime pas les mots mal utilisés. C'est Camus qui disait mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde et malheur des entreprises aussi. Et vous êtes venu, alors c'est très intéressant parce que à l'ère des fake news, vous êtes venu nous dire qu'à l'ère des fake news, dont on parle beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui vérifient chaque jour si ce qu'a dit cet tel homme politique est vrai ou faux, vous nous dites tout ça remonte à très très loin en fait. Mais voilà, je crois que le métier du philosophe, c'est mettre en perspective. Le faux n'est pas neuf. J'étais au cinéma la semaine passée voir Les Illusions perdues de Balzac. Magnifique film d'ailleurs. Magnifique. Bien, ça traite du faux. Bon. Et donc, le faux n'est pas neuf et il est important de voir en quoi le faux n'est pas aujourd'hui ce qu'il était. Donc, et c'est clair qu'avec les outils, les réseaux sociaux, on peut faire du faux d'un autre type. Par exemple, je peux cibler mon faux. Bon, les rumeurs, ça a toujours existé. La rumeur d'Orléans de Brun, c'est 58-59. C'est exact. Mais à l'époque, les rumeurs, on les lançait, on ne savait pas très bien où elles arrivaient. Avec les réseaux sociaux, je sais qui va m'écouter. Et donc, je peux faire des rumeurs différentes, suivant tel public. Je peux vraiment, je disais, packager, comme on dit dans mon métier, les rumeurs. Et donc, il y a du neuf au monde du faux. Et vous êtes venu avec un document assez extravagant. Alors, j'avais entendu parler de cet événement, d'ailleurs, qui a eu lieu à 10 reprises, chez vous à Bruxelles. Sauf que ce que vous allez nous montrer là, dans un instant, cette fameuse photo, elle est fausse. On va la voir, cette photo, on va la décrire. C'est cette rencontre de Solvay. Voilà. Des plus grands cerveaux du monde cette photo est assez incroyable. Disons, Solvay, c'est un grand patron, bon, c'est assez extraordinaire. Il avait eu l'idée de réunir à Bruxelles une fois par an ce que la physique et la chimie comptaient de plus extraordinaire. Sur la photo, vous voyez là, je crois qu'il y a 8 prix Nobel, soit qui l'ont eu, soit qui vont l'avoir. Il y a Einstein, Marie Curie, Langevin, Brillouin, etc. Et donc cette photo emblématique, on la voit partout à l'hôtel Métropole. Et en fait, Solvay qu'on voit au bout de la table avec sa barbe blanche a été rajouté après. C'est un faux.
Alors, est-ce que c'est grave? Bon, on peut comprendre, c'est pas mal pour la postérité avec Einstein. Il voulait être là. Exactement. Et la famille vient d'avouer que c'est un faux. Et donc, mais à un moment donné, c'est un peu too much, quoi. Là, on lui en veut pas. Hein. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Staline, enfin Mao Tse-tung, ils ont truqué. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a dépassé le seuil du tolérable parce que les outils sont tellement puissants. On peut tout truquer aujourd'hui, faire des fausses vidéos, on peut et alors cibler, que je disais tout à l'heure. Ça, je dirais, c'est assez primitif. On a découpé la photo, on a rentré le monsieur à la barbe blanche et c'est fait. Oui. Là, vous êtes venu avec un autre exemple plus contemporain. Oui, 84. Mais qui là aussi démontre, à travers cette couverture qu'on va découvrir, d'un magazine mondialement connu, que si un enfant regarde cela, il peut se faire une opinion totalement fausse des pyramides. Voilà, c'est en fait en 84, le magazine a sorti cette couverture. Tout le monde trouvait ça très très beau. La seule chose, c'est que c'est un faux. Parce que pour une question de mise en page, l'opérateur, le photoshopper de l'époque, il a bougé la pyramide de derrière. Donc celle de derrière, il l'a bougée. Et c'est un faux. Alors bon, elle est très belle la photo. Hein. Elle est magnifique, mais elle est fausse. Mais l'histoire n'est pas finie parce que le photographe, bien sûr, a porté plainte. Ils se sont excusés. Bon, ça, je crois qu'ils ne l'ont plus jamais fait. Mais ils ont été en Égypte, repérés, et ils ont retrouvé un des bonhommes sur son chameau. Et un des personnages a dit que le photographe avait fait recommencer 12 ou 14 fois la scène avec les chameaux pour avoir bien le cliché idéal. Donc d'une certaine manière, le photographe était faux aussi. Donc c'est que le photographe met en scène la photo, sauf qu'il ne sait pas que sa photo elle-même va être remise en scène. Exactement. Et donc, en fait, personne n'est vraiment blanc dans cette affaire. Mais juste là le philosophe qui possède, je dirais, les outils de connaissance de tous ceux qui ont écrit, en fait, il n'y a pas de vérité, finalement. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, à quoi on se fie finalement si tout est faux ou si tout potentiellement peut être faux? C'est la question. Quand on parle de post-vérité, c'était l'année passée ou il y a 2 ans, c'est un peu troublant. Donc, alors, c'est une des grandes questions de la philo, bien sûr. Est-ce que est vrai ce qui est vérifiable? Bon. Mais il y a des choses qui sont vraies qui ne sont pas vérifiables. Et donc, on voit bien que c'est extrêmement difficile. Mais de là à créer la vérité après, ou alors le plus fort, une vérité alternative, hein, c'est aussi une expression. Bon, on se dit, oh là là, il va falloir reprendre un petit peu raison. Oui. Mais là, je m'adresse encore aux philosophes. Il peut y avoir 2 vérités en fonction de l'endroit où on se situe. La couleur d'un mur peut changer au gré des lumières et de l'endroit où on se situe dans une pièce. Absolument. Donc, il n'y a pas de vérité. Je n'irai pas jusque-là. Le mur il est vraiment là. Le mur est là. La manière dont je le perçois, suivant l'éclairage, bien sûr, peut varier. Et c'est un sujet extrêmement difficile. Mais je crois qu'il vaudrait mieux s'en préoccuper un peu. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus très bien à quoi se tenir. Pour rester sur notre idée d'argumentation fausse ou vraie, manipulatrice ou pas, est-ce que l'entreprise en joue tout cela, de tous ces outils? Mais d'une certaine manière, oui. Rien que l'acte de vendre, par exemple. Vendre, on essaye de convaincre, et donc on est dans l'argumentation, et puis on a envie de vendre plus. Et donc, on va peut-être un petit peu manipuler. Donc, si vous allez à un restaurant, je ne sais pas, tous les vendredis, et vous prenez du poisson, un jour vous arrivez, et le restaurateur vous dit « Oh, monsieur, on vient de rentrer un super poisson. Est-ce que c'est de la manipulation? C'est exact. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on est? » Et bien sûr, avec les algorithmes, là, la question prend une ampleur gigantesque. Parce que les algorithmes ne sont pas faits pour faire du faux. Moi, je crois que Facebook ou les autres, ils se tracassent vrai, faux. C'est pas vraiment leur sujet. Leur sujet, c'est quoi? C'est de garder les gens à l'écran. Et il est facilement prouvable que le faux excite plus, la haine excite plus, on a plus de tendance à forwarder ou à faire suivre des messages. Sûr. Bon, et tout ça, ce sont des faits. Les trains qui arrivent à l'heure intéressent moins. Hein. Mais voilà, exactement. Et donc, comme le faux existe, je dirais, a plus tendance à être retweeté, comme on dit, il y aura plus de temps d'attention. Et donc, des algorithmes qui ont été faits pour garder les gens à l'écran, tout doucement deviennent des algorithmes qui font du faux. Pas parce que ça les intéresse, mais parce qu'ils gardent les gens plus longtemps. Donc l'algorithme fabrique lui-même pour garder les gens à l'écran de la manip et du faux. Si vous voulez, les gens qui développent ces algorithmes, ce sont certainement des programmeurs hors pair, mais il y a aussi beaucoup de psychologues qui connaissent les biais cognitifs. Ils savent très bien qu'on a plutôt envie de voir ce qu'on croit.
hein. Bon, on a plutôt tendance à croire ce qu'on espère, etc. Et tout ça, c'est... Bon, finalement, un réseau social vous met dans une bulle où vous voyez des gens que vous avez envie de voir, qui vont dire des choses que vous avez envie d'entendre. Et donc, vous restez dessus. Et c'est ça le but. Juste en 10 secondes, Luc de Brabander, qu'est-ce qu'on fait, je le jette, le téléphone, je le mets à la poubelle en sortant de l'émission? Non. Je me déconnecte intégralement? Non, absolument Et je vais pas. marcher dans la forêt? Non. Simplement, il faut sortir de cette équation. Internet n'est ni bon ni mauvais, ça dépend ce qu'on fait. Internet, c'est bon et mauvais. Parce que ni, ça permet de dire, bon, attendez, non, ça, votre téléphone, il est bon et mauvais. À tout instant, c'est une raison de s'interroger sur tout. C'est un sujet fondamental, cette question, qui dépasse d'ailleurs largement les frontières de l'entreprise. Oui, la question, bien sûr. c'est la manière dont on vit avec Internet. Merci Luc de Brabander Avec de nous plaisir. avoir rendu visite, philosophe d'entreprise. Petite philosophie des arguments fallacieux, c'est chez Erol, je n'avais pas cité l'éditeur. Voilà. Et le prochain sort dans quelques semaines et vous viendrez évidemment nous le présenter. Avec plaisir. C'était un grand plaisir. D'ailleurs, on va faire un peu écho à ce que vous nous disiez il y a quelques instants. Dans le débat, on va s'intéresser à l'occasion d'un livre qui sort de Thibaut Brière, Toxic Management, au management dangereux, au dérapage du management, à ce chef charismatique qui peut emmener ses collaborateurs, parfois ses milliers de collaborateurs, dans une forme de messianisme, de forme sectaire, où l'individu finalement est dépossédé de son quant à soi, de son être finalement. On en parle à travers ce livre. Et puis on va aussi parler du harcèlement au travail, du harcèlement moral. C'est aussi un sujet important. On en débat dans quelques instants, juste après cette pause. Le Cercle RH, notre débat quotidien, on s'intéresse au management, mais pas à n'importe quel management. Quand le management devient toxique, quand il vous empoisonne la vie, lorsqu'il vous déstabilise, lorsqu'il vous pousse presque à la démission. On va en parler à travers deux ouvrages, un en particulier qui traite de cette question, Toxic Management, écrit par Thibaut Brière, qui est notre invité, qui est déjà venu sur notre plateau. Alors le sous-titre donne un peu froid dans le dos, c'est le témoignage glaçant sur la manipulation en entreprise. Il vient de sortir chez Robert Laffont et il décrit, alors vous avez donné un autre nom à l'entreprise pour des raisons évidemment juridiques, mais il décrit votre expérience comme philosophe en entreprise. Oui, c'est ça Arnaud. J'ai eu une position privilégiée, j'ai eu la chance que n'ont pas tous les salariés, de pouvoir à la fois fréquenter le conseil d'administration, connaître de près et en privé les différents membres du conseil d'administration. Le grand patron. Le grand Manitou, et puis en même temps les salariés. J'ai formé des centaines de salariés, de managers, pour leur inculquer la philosophie maison. La philosophie maison, que vous avez même rédigée, le patron, le grand Manitou, vous lui donnez plusieurs noms d'ailleurs, pour ne pas dire ce gourou de secte, vous a demandé d'écrire un livre qui sera un peu le pensum, la manière de penser dans l'entreprise. On va y revenir avec vous. Et puis, à vos côtés, Élise Fabing. Bonjour Élise. Bonjour, Ravie de vous accueillir. Avocate en droit du travail, avec ce livre qui est passionnant, parce que vous me disiez en préparant l'émission que vous étiez très sollicité dans certaines grandes entreprises, un manuel contre le harcèlement au travail. Vous êtes l'avocate qui donne des conseils sur les comptes, #balance. Tout à fait. Donc vous faites un peu trembler les grandes entreprises et les moyennes d'ailleurs. Livre très frais, très agréable, puisque c'est un livre très didactique sur les étapes à suivre et les étapes à ne pas manquer. Il y a un lien assez fort entre votre présence à travers ces deux livres se font écho évidemment, parce que souvent les salariés qui viennent vous voir, ce sont des personnes qui sont passées à la moulinette d'entreprises comme celle dans laquelle vous avez travaillé. Moi j'ai lu des passages qui sont assez dingues, des moments où vous racontez que vous co-animez une conférence avec lui, il vous demande d'être là, il vous dit parlez de la boîte, alors que vous n'êtes pas du tout le patron de l'entreprise, et lui vous décrivez par le menu l'espèce de vision chamanique, ésotérique, sur la vision du bonheur, et vous racontez, vous faites un peu d'humour dans ce bouquin, même si c'est tragique, vous dites on pourrait en rire, sauf que le problème c'est qu'en face de lui il a des PDG, il a des décideurs, il a des grands patrons, et il leur vend du rêve. Ça c'est ce qu'il fait à l'extérieur, et il le fait à l'intérieur de l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez vu dans le regard des salariés? Vous avez vu quoi? De la stupéfaction, à un moment donné où ils se sont dit on se révolte, puis à un moment donné où on se dit on se plie, on accepte les règles. Comment ça s'est vécu dans l'entreprise? Non, j'ai d'abord vu de l'admiration. De l'admiration des salariés subjugués, des salariés qui n'avaient pas les moyens, qui n'ont pas les moyens de répondre déjà. Ils sont toujours dedans là. Qui sont toujours dedans, mais ensuite d'anciens salariés, beaucoup d'anciens salariés sont venus me parler et me dire qu'ils avaient eu le sentiment de se réveiller,
quelques mois, quelques années après être sorti de l'entreprise. Et ce sentiment de se réveiller, ça fait partie des choses qui m'ont alerté. Et voilà, donc il y a beaucoup de salariés qui sont subjugués, admiratifs. Ils sont ce que j'appelle en situation de domination symbolique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'argumentation, la capacité à conceptualiser qui leur permettrait de mettre à jour ce dispositif. Mais en fait, on ne va pas se mentir, la plupart des salariés ne sont pas dupes et ils en rient. Et l'une des manières pour eux de préserver leur santé mentale, c'est de la distanciation par l'humour. Ils se traitent, ils reprennent les termes de l'entreprise. Exactement, et ils se moquent, en fait, ils s'auto-moquent et ils prennent beaucoup de distance parce que ça les rend fous. Oui. Vous dites, je dois avouer que je suis souvent étonné par la qualité des idées émises par l'homme que je sers. Alors, prenez-vous aussi beaucoup de distance en vous moquant de lui. Vous ne l'appelez pas le grand Manitou, là, mais vous l'appelez le père fondateur, parce qu'à plusieurs reprises, vous l'appelez le père fondateur. Et il est, ce soir-là, à l'école des mines. Il répète son laïus habituel adossé à des diapositives. Et vous dites, il déroule un exposé assez fortement centré sur sa personne, en piochant dans le bric-à-brac intellectuel qui lui sert de doctrine. Enfin, il a quand même du charisme. Enfin, il faut quand même, et vous l'évoquez dans le livre, on nous parle plus. Bon, il faut des collaborateurs engagés, charismatiques. Il est très charismatique, cet homme. C'est un leader. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un leader, et un leader libérateur, comme on dit, quelqu'un qui a du charisme et qui permet justement le mécanisme d'emprise en entreprise. S'il n'avait pas ce charisme, s'il n'avait pas le réseau qui est le sien, s'il n'avait pas fait tout ce qu'il a fait au cours de sa vie, il impressionnerait moins. Et du coup, il peut tout se permettre. Et ce qui a permis il y a eu un moment de bascule où en fait, il s'est cru, il y a un sentiment d'impunité. Où, je le raconte également dans le livre, il en est venu, on en parlera, à classer les salariés en 3 catégories. Mais ce phénomène d'emprise... Ils rentrent dans une parano, il faut les classer, il faut savoir ce qu'ils veulent, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils regardent. Enfin, c'est du renseignement presque policier. Hein. Oui, mais dans son esprit, c'est du bon management. Il s'agit de se renseigner finalement sur qui et comment, quels sont les salariés qu'il faut garder. Et donc, on a besoin de récolter un maximum de données, d'informations sur les salariés. Au risque d'être hors la loi, il faut le préciser quand même. Hein. Ils sont fins, donc la plupart du temps, ils ne sont pas hors la loi parce qu'ils n'établissent pas, notamment, ils sont tout à fait conscients des enjeux de RGPD, ils n'établissent pas de liste formelle, etc. Et ça paraît très peu le fait qu'ils classent, qu'ils demandent aux gens de classer. En revanche, le fait de demander aux gens de se classer eux-mêmes, ça, c'est pas interdit par la loi. Ça, c'est interdit par la loi. Ce que décrit Thibaut Brière dans son livre, et qui est son expérience, parce que ça démarre par votre expérience, puis on chemine avec vous jusqu'au moment où les choses vont basculer, où vous allez prendre aussi vous-même du recul. Ce sont des clients qui vous arrivent mais démolis, excusez-moi de le dire comme ça. Bien sûr. Moi, j'ai des clients qui sont passés par le mode essoreuse de la machine à laver. Et c'est un mécanisme relativement fréquent. On a beaucoup de chefs d'entreprise charismatiques qui essayent d'inculquer une doctrine à leurs salariés, et c'est ce que j'appelle du harcèlement systémique en réalité. Parce que l'entreprise met en place une organisation qui demande une adhésion totale du salarié et qui est souvent peu respectueuse de la vie privée aussi. Et je pense notamment à certaines start-up qui ont mis en place des ambiances. J'ai eu un dossier il n'y a pas longtemps, une ambiance pornographique à laquelle il fallait adhérer. Des images, regarde des films. Des films à la pause déjeuner, des objets pornographiques sur le lieu d'entreprise. Je pense aussi... Ça vient de la personnalité quand même de celui qui fonde la start-up. Évidemment. Et c'était une start-up de la communication, comme on dit. Je pense aussi à une grosse entreprise qui, il n'y a pas longtemps, a été épinglée parce qu'un listing des salariés, donc tu parles de, Thibaut, toi, de liste de centres d'intérêt de salariés, mais il y a une entreprise qui s'est fait attraper il n'y a pas longtemps, qui avait cité syndicalistes, féministes, des critères comme ça. Ça existe depuis longtemps. Condamnable, mais ça existe, le fichage syndical. Bien sûr, et c'est toujours en vigueur. Et ça va extrêmement loin dans les sphères de la vie privée des salariés. Mais il y a un sujet que vous évoquez, parce que vous élargissez le spectre au-delà de la sphère de votre expérience. Vous parlez de Google, évidemment, qui est le fer de lance. Vous dites finalement l'entreprise aujourd'hui n'est plus là pour donner un salaire aux collaborateurs, voire de les épanouir. Non, l'entreprise, elle est là pour retirer les croyances qu'elles avaient aux salariés pour leur donner d'autres croyances. Et vous citez d'autres très grandes entreprises, très connues, qui sont au CAC 40, qui ont pour objectif finalement de transformer le monde, de changer le monde. Enfin, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'elles dépassent les croyances et les religions.
Oui, l'entreprise se constitue à bien des égards, effectivement, en concurrente aujourd'hui aux grandes religions. Donc il faut Google, inculquer des nouvelles croyances. Aujourd'hui, on parle de management par les valeurs. Il faut adhérer à la mission. Et on dit qu'il faut des gens alignés, effectivement, Facebook, et qui s'en donnent les moyens concrets, avec de très gros moyens financiers derrière. Et notamment, il y a une idéologie très forte de la transparence. Et ce qu'a dit Élise tout à l'heure est important là sur l'idéologie, sur l'atmosphère pornographique qu'il y avait dans cette start-up, dans l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Eh bien, le patron il dit que les individus doivent être comme dans un camp nudiste. Il s'agit de et donc, c'est une nouvelle idéologie, c'est de nouvelles croyances qu'il s'agit progressivement d'inculquer aux salariés, à savoir qu'ils doivent se vivre dans l'entreprise dans un état de transparence totale, ne rien avoir à cacher, de sorte que lors de chaque réunion mensuelle, dans chaque business unit, ils doivent être capables de faire leur autocritique devant leur pairs, d'avouer ce qu'ils ont mal fait au cours du mois écoulé, bien fait. Et donc cette notion de transparence, de nudité réciproque est très importante. On ne l'a pas précisé, mais l'entreprise dans laquelle vous avez mis les pieds et qui fait que ce livre existe aujourd'hui, c'est une entreprise où il n'y a pas de hiérarchie. Et vous faites une allusion assez longue d'ailleurs à cette directrice juridique qui a été réprimandée en votre présence, puisque vous apparteniez au comité de direction, pendant 25 minutes. Ouais. On l'a réprimandée parce qu'elle avait donné un ordre ou presque un conseil à une collaboratrice, et ça lui a été reproché pendant 20 minutes. Oui, parce que aider, c'est manipuler. Aider, selon l'idéologie corporate, aider, c'est manipuler. C'est-à-dire que si tu aides, tu fais à la place d'eux. Tu ne dois pas faire à la place d'eux, tu dois laisser l'autre faire, apprendre de ses erreurs, etc. Et donc, effectivement, elle s'est fait réprimander comme ça. J'ai également vu des chercheurs qui étaient venus enquêter sur l'entreprise. Ils ont dit des choses qui ne plaisaient pas complètement. Et donc, des chercheurs se font engueuler comme des petits-enfants en réunion pendant 1h30. On allait chercher la petite bête en remontant sur pourquoi ils avaient écrit ça et qu'est-ce que ça voulait dire d'eux-mêmes, de leur psychologie, etc. Enfin, parfois, vous avez le sentiment d'assister à des scènes lunaires et qui, par bien des aspects, moi, j'ai trouvé grotesque. Alors moi, j'ai jamais eu à le subir personnellement, puisque moi, j'ai toujours été très bien traité en fait dans cette entreprise. En revanche, ça m'a permis de voir des choses que je n'aurais jamais cru voir en fait dans une entreprise. On le rend joue. Là, je me tourne vers l'avocate. Ça se rend joue ce que nous décrit Thibaut Brière. Quand quelqu'un vient vous voir et vous dit, voilà, je suis dans ce type d'entreprise où on me demande globalement d'oublier tout ce que je suis, je perds ma personnalité, on me demande de suivre un livre que vous allez écrire d'ailleurs, qui est une sorte de petit livre rouge, c'est les règles de l'entreprise, ce sont les règles de vie. Ça se range dans quoi? C'est du harcèlement, ça? Oui, pour moi, c'est du harcèlement. Après, le nerf de la guerre dans les dossiers de harcèlement, c'est la preuve. Donc évidemment, il faut constituer des preuves, il faut susciter les cris, il faut enregistrer depuis une jurisprudence récente de la Cour de cassation. Mais ce que j'observe dans ce on peut enregistrer dans ces cas-là? Bien sûr. La conférence du grand patron? Bien sûr, quand c'est dans un but proportionné et légitime, que c'est pour se défendre et qu'on n'a pas d'autres moyens d'obtenir une preuve, oui, on peut enregistrer, il faut le faire. Et c'est un arrêt du 25 novembre dernier de la Cour de cassation. On se souvient des enregistrements dans l'affaire Bettencourt qui avait suscité un débat juridique. Bien sûr, mais là, à partir du moment où c'est proportionné et légitime, ça a été accepté par la Cour de cassation côté employeur, donc à contrario côté salarié, je pense que ça ne devrait pas te poser de problème. En tout cas, moi, je l'ai produit. C'est intéressant comme précision. L'employeur peut vous enregistrer parce qu'il considère que les propos que vous tenez sont déplacés et pourra les fournir à la Cour justifiant une insulte ou des propos... Alors, il faut que ce soit proportionné, qu'il n'y ait pas d'autres moyens légaux d'obtenir la preuve. Mais dans le type d'entreprise décrit par Thibaut, moi ce que j'observe quand les salariés, quand ça se passe mal, quand un salarié se rebelle, parce que c'est ça en fait, il y a un moment, il y a beaucoup de déni, j'ai des salariés qui viennent me voir et tout le monde baisse la tête, qui sont pas prêts et qui ne savent pas de quoi ils sont victimes. Et parfois, ils reviennent me voir 6 mois après en me disant j'ai réfléchi, en fait, vous avez raison, je suis victime de harcèlement et je suis prêt. Mais en fait, c'est un vrai drame personnel parce que comme on leur demande d'adhérer à un projet à la fois professionnel et personnel... C'est comme s'ils se coupaient de leur famille, puisqu'on va y venir. C'est exactement ça. Et de leur croyance. Et donc, ils se retrouvent complètement perdus avec plus aucun cercle social. Parce que souvent, ce sont des entreprises qui encouragent les amitiés, voire les couples, au sein de l'entreprise. Donc, qui se retrouvent complètement orphelins. Et c'est une double trahison, à la fois professionnelle et personnelle. Et elle est
extrêmement douloureuse. Je voulais vous demander, vous, à quel moment ça bascule pour vous? À quel moment, parce que ce livre est un cheminement aussi pour vous, c'est-à-dire vous sortez de l'entreprise à un moment donné, mais à quel moment, à l'intérieur de l'entreprise, j'ai lu, c'est vers la fin du livre, alors espionner les salariés, on l'évoquait, puis il y a aussi l'idée qu'il va vous faire monter en grade. Quand il sent que vous commencez, il vous dit, mais je vais vous nommer responsable du réseau. C'est quoi là? Vous y voyez déjà aussi une manipulation? C'est assez classique, on vous fait monter d'un échelon parce qu'on se dit comme ça, on va le faire taire. C'est assez classique dans l'entreprise, ça. Ça me paraît suspect, mais Ah, je ça laisse. me paraît- vous Ça me laissez paraît faire. suspect, Ouais, c'est ça. mais je laisse sa chance au produit. J'ai vraiment essayé d'aller le plus loin Très possible, corporel, Thibaut Brière. d'aller le plus loin possible dans la confiance, dans ce qu'on me disait, dans la bienveillance à l'égard de mon objet. Donc vous dites d'accord. Oui. Donc je dis, allons voir. Effectivement, vous me dites, et en plus, quand on vous nomme à un poste de responsabilité, c'est pour changer des choses. Et je me dis, j'ai aucune raison, sur le fond, de ne pas contribuer à changer des choses, puisque ce patron dit qu'il veut changer les choses, et donc voilà, j'ai pas de raison de Et donc, vous pas le acceptez croire. le Et à un poste. moment, ce qui a été le basculement, c'est l'irruption, effectivement, de cette classification des salariés en 3 catégories. Premier choc. Et deuxième choc, c'est lorsqu'une responsable RH, après avoir été, de mon point de vue, maltraité en interne et avoir été licencié, Vous l'avez constaté. oui, continue d'essayer de protester de sa bonne foi, d'adhérer même après. Continue à ce qu'elle avait m'aimer, su. quoi. Oui, Aimez-moi. exactement, parce que le déchirement narcissique, je sais pas, ou en termes de valeur, de dire mais attendez, je continue d'être l'une des vôtres. Et là, je me suis dit, On la chasse, mais Il y a elle revient. emprise. Il y a, Oui. il y a cette idée-là. Oui. Elle est chassée de l'entreprise, mais elle dit je suis encore là. mais je suis là. encore avec vous. Ah oui. Enfin, c'est d'une violence terrible, ça, psychologique. C'est terrible, mais c'est le syndrome aussi de la bonne élève. C'est hyper classique. On est dans une société qui prône le culte de la performance, de la réussite professionnelle, et être malheureux au travail, être viré, c'est une énorme blessure pour les salariés. Et surtout, là, tu parles d'une cadre, ce sont souvent des gens qui ont des parcours à la fois scolaires et professionnels qui sont sans accroc. C'est le premier caillou dans la chaussure. C'est ça. Moi, je vois des clients qui sont détruits. J'ai des clients- Irréprochable tout le temps, puis là, Voilà. tout d'un coup, c'est le. Et c'est leur construction sociale et personnelle s'effondre. qui s'effondre. Et moi, j'ai des clients qui ont fait de l'hôpital psychiatrique, qui ont mis des mois à s'en sortir, parce qu'à un moment, le corps lâche. Et il faut savoir s'écouter, détecter. Et c'est pour ça que c'est hyper important de sensibiliser sur ces problématiques, parce que D'où les burn-out, d'où oui, les bien maladies sûr, psychiques. les maladies psychiques professionnelles, sûr. les syndromes dépressifs réactionnels. Parce qu'ils viennent heurter finalement notre conscience, ce que l'on met à l'intérieur de nous-mêmes, avec des règles qui sont parfois absurdes, mais auxquelles les salariés doivent se plier. On est bien d'accord, Thibaut Brière, c'est bien ça. Oui. À quel moment vous avez cet échange? Et à quel moment, on voit bien que vous prenez petit à petit du recul, que vous observez, vous redonnez la chance au produit. Ça bascule quand on classe les salariés en 3 catégories. Là, Oui. vous dites, il y a même une phrase que vous citez, vous dites, ils disent, on est un peu comme une agence de la NSA. La NSA, c'est l'agence de renseignement américaine. Enfin, c'est hallucinant. C'est-à-dire quoi? Ils font du renseignement, ils vont chercher sur les mails, comment ils font? Il y a plusieurs dispositifs, effectivement. Il y a des réseaux de salariés organisés pour essayer de trouver des informations par domaine, hein, dans le domaine RH, dans le domaine de la gestion, dans le domaine commercial. Des taupes, eux, effectivement, ils ne se visent pas comme ça. Eux, ils trouvent que c'est des pairs, vaut mieux que ce soit des pairs qui contrôlent des pairs, plutôt que ce soit le supérieur qui contrôle des subordonnés. Donc ils sont dans une logique de contrôle social. Les pairs contrôlent les pairs, et donc tous les mois, ces pairs produisent une revue, en fait, un état des lieux de leur business unit, savoir, voilà, un tel sur tel aspect, voilà ses résultats, il en est à tel niveau dans le suivi de tel indicateur. Donc il y a d'abord ces réseaux de salariés qui sont organisés. Et puis, il y a également, on demande aux formateurs, dans le domaine du savoir-être, de faire des débriefs après les formations, des rapports secrets à la direction sur qui a dit quoi, qui est dans la philosophie d'entreprise, qui ne l'est pas. C'est extrêmement surprenant. J'ai beaucoup travaillé sur la scientologie. Ce que vous décrivez là, c'est aussi les méthodologies de scientologues, c'est-à-dire toujours le binôme, travailler à 2, chacun surveille. Il y a quand même un rapport assez sectaire. Les salariés quittent l'entreprise, il y a un gros turnover où ils restent, où ils acceptent finalement cet univers qu'on leur a fabriqué clé en main. Alors ça, c'est un point intéressant, c'est qu'en de nombreuses années dans cette entreprise, je ne suis jamais parvenu à obtenir le taux de turnover. Donc on ne sait pas.
En revanche, je savais ce qu'il fallait dire à l'extérieur. Et vis-à-vis de l'extérieur, le discours qui est raconté, c'est nous avons un turnover dans la moyenne de ce qui se fait dans les entreprises de notre secteur. Donc je ne peux pas vous le dire. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, il y avait une assez forte rotation, notamment au niveau des managers. Mais au niveau des salariés, j'ai plutôt observé une fidélité, je crois, essentiellement parce qu'ils se trouvent en domination symbolique. Je donne la parole à Élise Fabing, mais juste un mot. On parle souvent des managers, ce qui est un mot assez impropre, ça veut tout dire et rien dire. Dans le livre, vous nous décrivez finalement le grand patron. C'est bien ça, hein, le grand Manitou, c'est le grand patron. Les managers, les cadres intermédiaires, justement, comment ils font Ils sont obligés d'ingurgiter l'espèce de doxa qu'on leur fait manger relais. Comme la bouillie, quoi. Oui, ils sont des relais, ce qui suppose qu'ils l'aient bien compris d'abord, et donc ils passaient de manière obligatoire dans les formations que j'animais, au cours desquelles était dispensée la philosophie maison, la philosophie corporate. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'était quoi la philosophie corporate d'ailleurs ? Alors d'abord, aujourd'hui, la plupart des grands groupes ont un onglet sur leur site internet, notre philosophie. Tout à fait. Donc c'est quelque chose qui est assumé, c'est nouveau. Avant, on parlait de culture d'entreprise, maintenant on dit notre philosophie. Et donc à quoi elle ressemblait ? Eh bien, c'était effectivement déhiérarchisation. Maintenant, chez nous, le pouvoir est aboli, donc il n'y a plus de contre-pouvoir. Les syndicats n'exercent plus ce rôle de contre-pouvoir. On est dans une logique constructive. Il n'y a qu'une société de pairs, nous sommes tous égaux et on doit se vivre comme dans un camp de nudistes, une société de totale transparence. Et une religion de substitution, parce que s'il y a aussi cette idée quand même chez le patron qui fait ses grands discours d'inventer une nouvelle forme de religion dont le centre de gravité serait l'entreprise. La suite de tout cela pour vous qui êtes avocate, comment on accompagne ces clients et est-ce qu'on gagne en justice ? Parce qu'une fois que vous avez déclaré cela, c'est du déclaratif, ensuite l'avocate, il faut qu'elle ensuite, face à une cour, elle apporte des éléments. Elle y est sensible, la cour, ou c'est compliqué sur des clients qui vous disent je suis à bout, j'ai vécu ça, et ensuite la cour dit mais j'ai pas de preuves, j'ai pas d'éléments. Juridiquement, je parle. Juridiquement. Alors, déjà, il y a un vrai problème d'accès à la justice sociale en France. Parce qu'on a quand même 30% des salariés qui s'estiment victimes d'agissements hostiles au cours de leur carrière. Et il y a moins de 1500 demandes au titre du harcèlement moral par an devant les conseils de prud'homme en France. Donc, c'est rien. Ça fait 8 millions de salariés. Moins de 1500 requêtes. Au bout de la moulée, c'est quelques gouttes au bout. Voilà, donc c'est rien du tout. Ce qui est important, et c'est le nerf de la guerre, c'est de se préparer en amont, donc de préparer son dossier. Et c'est vraiment ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre. Et puis, il y a un phénomène qui, à mon avis, est essentiel, c'est la libération de la parole des victimes. Parce que c'est encore trop tabou dans notre société d'être victime de violences au travail. On en parle extrêmement peu. D'ailleurs, on le voit, les candidats à la présidentielle ne se sont pas emparés de ce sujet. Alors que 8 millions de personnes en souffrance au travail, 32% des femmes qui souffrent d'agissements sexuels, d'agissements sexistes ou de harcèlement sexuel au cours de leur carrière, c'est absolument hallucinant. Les chiffres sont déments. On a une montée en puissance des arrêts maladie. Et pourtant, nous vend l'entreprise merveilleuse. Il y a quand même cette petite musique de le bien-être. Bien sûr, et puis on doit être heureux au boulot, on doit s'épanouir, etc. Sauf qu'il n'y a pas de contre-pouvoir pour protéger les salariés. Donc oui, c'est... Alors, il faut savoir quand même qu'en justice, devant le conseil de prud'homme, une demande sur deux au titre du harcèlement moral est jugée recevable. Puis après, il y a souvent l'appel, les juges professionnels. Voilà, les juges professionnels. Et bien là, ça passe souvent mieux. Je trouve que les juridictions sont quand même attentives à ces situations de violence au travail qu'elles commencent à comprendre. Néanmoins, les condamnations restent beaucoup trop faibles. La condamnation moyenne pour un harcèlement moral en 2019, c'est 7 100 €. C'est rien du tout, c'est absolument pas contraignant. Comparé au préjudice subi par le salarié. Voilà, comparé au préjudice subi. Donc ça nous force à aller sur d'autres terrains indemnitaires pour essayer de gagner un maximum et d'avoir une juste indemnisation de la victime. Mais c'est compliqué. Donc il faut que les lois changent. Et que les présidents, en tout cas les candidats à l'élection présidentielle, s'emparent de ce sujet. Tout à fait. Et fassent des propositions concrètes. Absolument. Vous en êtes sorti comment ? Comment ça s'est passé le mano à mano ? Alors vous dites que le livre que vous avez écrit, il a fini en vitrine. C'est ça, il finit en vitrine comme une sorte de relique en disant ça c'est presque une Bible, quoi. C'est la Bible de l'entreprise. Comment vous vous en sortez, vous, Thibaut Brière ? Parce que ce que vous décrivez avec un peu d'humour parfois, du recul, on voit quand même une sorte d'absurdité, presque une folie. Comment on s'en sort de cela ? On est interloqué, on est étonné. On s'en sort mieux en tout cas. On s'en sort, là pour le coup, on s'en sent libéré.
Quand vous sortez de l'entreprise. Oui, quand je suis sorti de l'entreprise. Vous l'avez ce mano à mano avec le grand patron à qui vous dites ces 4 vérités? Non, jamais. C'est-à-dire que lors des réunions et du conseil d'administration, l'une de mes fonctions comme philosophe de l'entreprise, c'était de dire aux membres du conseil d'administration les écarts Mais que je je percevais. vous amenais à dire ça. Ah oui. Vous en parlez au conseil d'administration. J'en parle régulièrement. Vous mettez les choses sur la table. Je lance l'alerte régulièrement sur un certain nombre de sujets en leur disant écoutez, là, il y a des écarts inacceptables, là, il y a telle pratique d'un tel, et notamment du président du conseil d'administration, qui me paraît en tout cas en grand écart par rapport à la philosophie d'entreprise officielle. Et puis, alors, je tiens un certain temps. Et puis, à un moment... On vous écoute, c'est tout. Oui, c'est ça, on m'écoute, on me dit « Ah non, Thibault, on va mettre en place telle chose ». Alors on me dit, par exemple, des évaluations, un mécanisme d'auto-évaluation qui est censé être anonyme, des salariés évaluant leur manager, dont en fait je m'aperçois qu'il ne l'est pas tant que ça, anonyme. Et du coup, on me dit « On a mis des choses en place et dans un premier temps, je le crois et je ne vais pas vérifier ». Mal m'en prend de ne pas aller vérifier. 2-3 ans après, je m'aperçois qu'en fait, j'ai toujours accès, moi, lorsque je clique aux réponses des différents salariés. Donc le manager voit ce que dit son Et collaborateur donc là, N-1. je commence à me dire que l'a priori de confiance, l'a priori de bienveillance, en fait, confine à la naïveté et qu'il n'est pas totalement exclu que je me fasse instrumentaliser. D'accord. Et à ce moment-là, donc, vous décidez de rompre votre contrat. À ce moment-là, non, je commence à dire, je vais parler encore plus librement, je commence à publier des tribunes, un peu dans la presse, sur l'importance de la libération de la parole, sur des généralités sur l'importance d'une libération de la parole dans les entreprises, et puis à un moment, ça échaude les dirigeants qui choisissent de se séparer de moi et de me licencier pour insuffisance professionnelle. Ah, pour insuffisance professionnelle, sans que jamais vous ayez eu un dernier entretien. Jamais d'explication sur le fond, alors même qu'effectivement, quelques mois auparavant, j'avais fait relire au père fondateur un article que je projetais d'écrire. Vous l'appelez toujours père fondateur, c'est avec humour ou c'est parce que c'est ancré en vous ce mot père fondateur? Eh bien pour les deux, à la fois parce que c'est réel, et puis parce que c'est vraiment le père fondateur, comme un père dans une communauté monastique, c'est le référent, la figure tutélaire vers laquelle les uns et les autres se tournent quand il s'agit de savoir comment il faut bien se conduire. Avant de nous quitter, 3 catégories de salariés, vous ne nous avez pas décrit, on les classait dans quelle petite boîte ces salariés? Oui, alors... C'est ma partie préférée. Oui, c'est ça, parce que c'est l'avocate, là, forcément, qui... Vous ne l'avez pas évoqué précisément. Alors c'est extrait du livre de la jungle. Le salarié modèle, c'est le phoque. Le phoque, lui, parce qu'il est dans la nudité, il joue avec son corps, c'est Kotick. Darzi, j'ai un doute sur le nom du phoque dans le livre de la jungle. En tout cas, il est libre, il est dans une totale transparence, le phoque. Ensuite, il y avait les ours. Les ours, c'est les gros balourds, ils suivent le mouvement. Ils suivent le mouvement, ils se laissent un peu balancer d'un côté ou de l'autre. Les ours, ça c'est la masse des salariés. Il y avait un certain nombre de phoques. Et puis, les salariés, enfin la case dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est la case des serpents. Les serpents, ça c'est les salariés rusés. Ce sont les salariés qui donnent l'impression d'être dans la transparence, mais qui en fait n'en font pas moins par ailleurs. Ils cultivent une forme d'opacité qui en fait s'appelle, pour les juristes, la vie privée. Mais ça, c'est cultiver une forme d'opacité et donc c'est ne pas être totalement corporel. C'est-à-dire de ne pas tout raconter de ce que l'on fait, week-end, vacances, de vivre, d'avoir un espace à soi. Ce qui est bien légitime. Hein, oui, y compris professionnellement. Bien sûr. Donc on vous a rangé dans la catégorie des serpents à un moment donné. Alors jamais pendant que j'y étais. Jamais. Moi, je n'ai jamais eu d'explication où à un moment on m'aurait classé dans la catégorie des serpents. Vraiment, moi personnellement, je n'ai pas eu à souffrir de Donc de les ce que je managers découvre. avaient cette nomenclature. Oui. Et on pouvait passer du serpent à l'ours ou on était à vie classé dans cette catégorie animalière? Théoriquement, on pouvait passer de la catégorie serpent à ours. Dans les faits, le père fondateur dit que 4 fois sur 5, en fait, on ne peut pas, on n'y arrive pas, parce que c'est culturellement ancré en vous depuis votre enfance. Et donc, vous êtes un serpent, c'est comme ça. Et donc, il est plus économique pour l'entreprise, plutôt que d'opérer un travail de transformation sur vous, il est plus économique de faire en sorte que vous préfériez de vous-même librement, grâce à vos pairs, de quitter l'entreprise. C'est une question sérieuse, il n'y avait pas d'humour dans ma question. Est-ce que vous avez réfléchi à même contacter la MIVILUD, la mission interministérielle de lutte contre les sectes? Est-ce que cette question elle vous a traversé l'esprit? Oui. Telle la façon dont vous nous décrivez la boîte? Elle m'a traversé l'esprit, effectivement, mais je n'ai pris le courage de le faire qu'une fois sorti de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est ça tout le paradoxe. C'est-à-dire que lorsque moi j'étais philosophe de l'entreprise, j'étais payé pour dire les choses avec franc-parler. En revanche, j'étais toujours tenu à un devoir de loyauté.
Et par rapport à ce devoir de loyauté, on n'est jamais complètement à l'aise en tant que salarié. Donc ce n'est qu'une fois, j'ai fait un signalement auprès de la Miviludes, en effet. Vous l'avez fait. C'est très intéressant parce que vous décrivez quand même les éléments stratégiques de la mise en place d'une secte, typiquement d'une secte, là cette fois-ci en entreprise, mais il y a eu d'autres exemples de sectes en entreprise. Élise Fabing, juste avant de nous quitter, un petit conseil, parce que vous dites, les candidats doivent s'emparer de ce sujet, les souffrances au travail, et notamment dans du management dangereux, toxique. C'est quoi le conseil principal que vous donnez aux salariés aujourd'hui pour qu'ils puissent réagir ? C'est en amont, dès qu'on sent que ça ne va pas, déjà de s'écouter, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le déni de ce qui leur arrive. Ensuite, de monter un dossier, donc de susciter les cris, de rassembler un maximum de preuves, de faire des copies d'écran ou de se transférer les mails pour avoir quelque chose, que je vois trop de salariés qui se font virer avec une mise à pied et ils n'ont rien et on ne peut plus rien faire parce qu'il n'y a pas de preuves. Donc se préparer en amont et ne pas rester seul, penser à l'arrêt maladie. À un moment, il faut prendre du recul, il faut prendre soin de soi. Et il y a trop de drames qui concernent la vie professionnelle. Pour ne pas arriver au burn-out ou à une tentative de suicide. Tout à fait. Parce qu'il arrive parfois aussi que des salariés aillent jusqu'à tirer la sonnette, qui ne veulent pas forcément se suicider, mais font une tentative qui est un acte évidemment très très grave. Merci Thibaut Brière d'être venu avec votre livre sous le bras, Toxic Manager. Lisez-le. Alors évidemment, tous les noms ont été changés, cela va sans dire, mais l'entreprise telle que vous la décrivez, c'est votre expérience de ce management toxique. Merci d'être venu. Manuel contre le harcèlement au travail chez La Maison Hachette, écrit par Élise Fabing, qui est, vous l'aurez compris, très investie, très engagée auprès de ses clients, et puis d'une manière sociétale d'ailleurs, sur cette question de, pas du bien-être, mais de faire en sorte qu'on soit épanoui et heureux au travail. Oui, dans des conditions normales. Pour un monde du travail plus juste, parce qu'on n'aura pas une société meilleure sans cela. Oui, c'est vrai, il faut se méfier des notions de bien-être. Tout ça, c'est très, très subjectif. Là, je me tourne vers le philosophe, évidemment. Plus d'esprit critique. Voilà, un peu plus d'esprit. Et le droit à sa vie privée qui est fondamental. On ne le dira jamais assez. Merci à vous deux d'être venus. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Et on va parler de la féminisation des emplois. Tiens, ça, c'est un vrai sujet qui intéresse les avocats, mais pas seulement. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, et on parle de l'emploi, vous l'aurez deviné, mais de la féminisation des emplois. Et on en parle avec Alexandra Rieux. Bonjour Alexandra. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, responsable des missions seniors et égalité professionnelle femmes-hommes. Oui. On est tenté de dire homme-femme. Ah non. Ah oui, c'est femme-homme. C'est femme-homme. Chez Synergie, c'est un groupe français qui est un des leaders sur ces questions de ressources humaines. Vous accompagnez vos clients sur ces questions et vous êtes venu aujourd'hui avec un programme novateur, particulier, que vous avez baptisé le programme Switch. C'est ça. Qu'est-ce que le programme Switch? Qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Alors, on travaille effectivement de plus en plus avec nos entreprises partenaires sur la féminisation des métiers. Donc, on sait que pour atteindre l'égalité en entreprise, il faut travailler sur la parité et la mixité. Ce sont deux leviers nécessaires. Concernant la mixité, c'est notre spécificité au groupe Synergie, c'est d'aider des entreprises qui le souhaitent, bien évidemment, à féminiser leurs équipes. Pourquoi? Généralement, elles le veulent. Il y a plusieurs raisons. Mais elles ne trouvent pas. Mais elles ne trouvent pas. Mais oui. Voilà, il y a des métiers où vous disent on n'a pas. Tout à fait. Il n'y a pas, et c'est normal qu'il n'y ait pas. C'est la résultante, on va dire, de toute une société qui genre dès le plus jeune âge. Donc les femmes et les hommes choisissent des formations extrêmement genrées. Bien sûr. Résultat des courses, les femmes ont une méconnaissance sur certains métiers, certains secteurs. La tech, par exemple. La tech, l'industrie, le ferroviaire, l'énergie, la logistique. C'est quand même des secteurs conséquents. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'elles s'autocensurent. C'est qu'à partir du moment où elles se disent, peut-être, mais non, j'y vais pas. Et c'est normal. Tout ça, c'est souvent, tout à on fait regarde normal. aussi les promos. Il n'y a que des garçons, on se dit, je vais être la seule, ou les deux filles. Bien joué. On l'entend souvent. Exactement, c'est tout à fait ça. L'un des problèmes, c'est qu'il manque les entreprises, si vous voulez, qui ont des postes très masculins, des effectifs très masculins, ne rendent pas visible la possibilité aux femmes. Moi, je me mets souvent dans la place de mes candidates, et lorsque je lis une offre d'emploi, j'ai pas du tout l'impression qu'on m'attend là-dessus. Lorsque je regarde le site internet d'une entreprise, je ne vois que des hommes en activité. Je ne vois pas du tout à quel moment je pourrais y aller. Oui, même dans les visuels, la façon dont on présente l'entreprise. Les visuels, c'est hallucinant l'impact que ça peut avoir. Mais ce qui est passionnant
parce que beaucoup de structures, d'entreprises viennent nous parler de ça, de ce diagnostic. Vous, chez Synergie, comment vous faites finalement? Comment vous vous y prenez? Parce que la tech, il y avait des patrons d'école qui disent on commence doucement à recruter des filles, mais c'est pas si simple. Comment vous faites? Alors c'est de là qu'arrive le parcours Switch. Donc le parcours Switch, c'est pas du tout un sujet qui vient d'arriver chez nous. Ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années qu'on travaille sur l'égalité, donc pour le groupe Synergie, et on s'est spécialisé sur la mixité il y a plus de 6 ans. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit d'un côté, on a des entreprises qui veulent féminiser. OK. De l'autre côté, on a des candidates qui connaissent pas ces métiers. OK. Donc nous, notre force chez Synergie, c'est de toujours faire la passerelle entre une entreprise et une candidate. D'où le nom Synergie d'ailleurs. D'où ce nom Et ça tombe très bien, vous appelez Synergie. Qui est super top et qui nous représente bien. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est à partir de là où il faut créer un parcours particulier pour mettre en relation ces deux personnes. Pour ça, il a bien fallu bien réfléchir. Bah oui. Les femmes, comment faire pour les faire venir? Donc le parcours Switch intervient à ce moment-là. Donc nous, ce qu'on fait, Vous allez les chercher, vous allez les ouais, voir. exactement. Alors on fait un énorme travail de sourcing. C'est oui. là où l'innovation elle est présente. Tout l'enjeu. Donc nous, on travaille énormément avec des associations, avec les délégués aux droits des femmes, avec les CIDFF. On organise toute une communication effectivement pour rendre visible et pour convaincre une femme qu'elle peut faire ce métier-là. Au plus près du maillage pour Ouais. toucher les femmes et les filles et les jeunes filles. C'est tout à fait ça, c'est exactement ce qu'on fait. Donc on les invite à venir à des réunions d'information. Et là, la différence, c'est qu'on ne fait pas des réunions d'information descendantes inutiles, qui seraient au même titre. On retourne en classe, on écoute. Et puis que l'offre d'emploi qui n'intéresse personne et on n'a toujours pas compris. Donc là, il y a un super challenge de notre part où moi, par exemple, je vais dans l'entreprise, je vais visiter le poste, je joue le rôle de ce métier pendant une journée et ensuite, je prépare une réunion d'information à ces femmes. D'accord. J'ai vécu. Moi, je l'ai vécu. Je vais vous raconter. Ouais, et je peux vous dire, j'en ai fait des métiers. Et donc en fait, vous passez d'entreprise en entreprise C'est ça. en faisant des centaines de métiers. C'est ça, exactement. Et puis après, vous dites, je peux vous dire, mesdames, que c'est jouable. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir Ou du... c'est pas jouable d'ailleurs. Alors voilà, je leur explique, voilà, moi ce que j'ai vu, c'est quoi ce métier, c'est Ouais. quoi cette entreprise. Ouais. Et je vais plus loin, parce que moi, les blablas, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'amène par la preuve. C'est-à-dire que le groupe de femmes que j'ai en face de moi, je les emmène directement visiter l'entreprise. Au moins preuve à l'image. Vous leur racontez, puis ensuite elles voient d'elles-mêmes. Elles voient d'elles-mêmes. Et là, on voit quelque chose. Oui, c'est très concret là. C'est du super concret. Et là, ce qui se passe, c'est que certaines femmes se disent « Ok, je me vois bien faire ça » ou « Pas du tout ». Pas du Mais tout. Ouais, bien sûr. pour nous, ces choses, on est gagnant à 100% parce que pour une fois, on n'a pas choisi à la place des femmes, on n'a pas imaginé que ça ne Bien les sûr, intéressait bien sûr, pas. c'est fondamental. On leur a proposé et elles ont choisi d'y aller ou pas. Juste avant de nous quitter, un petit exemple. Je sais pas, le dernier job que vous avez fait, le dernier emploi Je le fais demain. d'essai. Par exemple, c'est quoi? Demain, je ne vais pas les citer, mais c'est une super belle entreprise qui fait de la location d'équipements. Et demain, je passe une journée en tant que technicienne de maintenance dans ce centre. Et donc, on va démarrer le parcours Switch avec eux. Donc vous êtes technicienne, vous allez enfiler Demain, j'enfile la tenue de travail. Ouais, carrément. Et puis Ouais, vous allez avec votre boîte à outils ça. voir Parce que si c'est pas trop lourd, parce que tout ça est concret Exactement, quand même. voir l'environnement, voir effectivement les collègues, voir qu'est-ce que c'est qu'exactement ce métier, et puis voir, oui, c'est quoi le quotidien de ce métier que m'explique pas une offre d'emploi. Clairement, qui n'existe pas, qui est trop lisse. Voilà. Et c'est ça le parcours Switch, et c'est pour ça que ça marche très bien. Avant de nous quitter, en termes d'échecs, c'est-à-dire en termes Ouais. sur 100 femmes que vous avez pu rencontrer par ce maillage, par ce travail vraiment de dentelle, combien vous avez réussi finalement à faire basculer sur ces nouveaux métiers ou ces métiers d'hommes, on va dire? Ouais, généralement, ça fonctionne au niveau de 10% des femmes. 10%, ça peut vous paraître peu, mais Non, je vous c'est assure beaucoup. que ça l'est pas. Bien sûr. Donc, c'est 10%, mais ce qui est intéressant, c'est que sur certaines sessions, je vais en avoir 10%, ok, mais en fin de compte, elles vont revenir vers moi plus tard. Ils Parce vont que- mûrir, ça va maturer. Exactement, parce que changer de vie, Ouais. c'est pas évident. Et je trouve qu'aujourd'hui en Oui. France, la reconversion professionnelle, elle n'est pas si évidente. Et je vais la retrouver plus tard. Et le top, c'est que c'est pas grave parce que l'information est diffusée. Et elles me disent, moi ça m'intéresse pas. Par contre, j'ai appelé une amie et elle, ça lui dit. Ouais, elles font du relais, Voilà. elles parlent entre elles, Ouais. et puis ça chemine aussi dans l'esprit d'une femme qui se dit, est-ce que ça aide pour moi? Donc demain, vous êtes technicienne de Je maintenance. suis technicienne de maintenance demain. Vous devez avoir quand même une palette de compétences absolument incroyable. C'est un job génial. Ah oui, faites un job génial. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours génial, parce que demain, Si, vous allez si, peut-être peiner un peu à porter la caisse à outils, mais... Si, ça l'est. Je trouve que c'est génial qu'un groupe comme le nôtre, quand même le groupe Synergie, ait investi dans l'innovation
et qui a tout mis en œuvre pour travailler ce sujet qui est long et difficile. J'espère que ça se passera bien pour vous demain. Merci Alexandra Rieu, responsable mission senior et égalité professionnelle femmes-hommes, avec ce parcours Switch qui est effectivement assez incroyable à travers vos mots et votre expérience concrète. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous, merci pour votre fidélité évidemment. Merci à Lauriane pour la réalisation, Alex pour le son et merci à Fanny Griesmer et Margot Ruot qui m'accompagnent dans cette aventure quotidienne. Je serai là demain évidemment. D'ici là, portez-vous bien puis restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Il y a du choix.